Bien, bonjour et bienvenue à tous. Et merci d'être là malgré ces températures sibériennes. Enfin, une fois qu'on est ici, on est bien, mais il faut quand même arriver jusqu'ici. Alors, comme vous savez, il est de bon ton actuellement dans les milieux académiques de parler de dialogue des civilisations ou de dialogue des cultures, hein, c'est très à la mode. Alors c'est sans doute pour contrer de manière un peu angélique la thèse belliqueuse d'un Samuel Huntington sur le choc des civilisations, hein, le Clash of Civilizations. Mais nous avons commencé à entrevoir, dans le cas du bouddhisme, que même avec la meilleure volonté du monde, ce fameux dialogue n'est pas d'emblée évident. Et justement, dans le cas du bouddhisme, il est d'autant moins évident que ce dialogue doit passer par un processus de traduction qui est compliqué non seulement parce qu'il s'agit de passer d'une langue à l'autre alors qu'elles sont radicalement différentes, mais aussi parce que les premières traductions se font souvent à partir de transmissions orales délivrées dans des langues qui peuvent être diverses et dans des versions qui peuvent différer des textes écrits. Autrement dit, donc, ces langues qui viennent d'Asie centrale et du monde indien, franchement, ne nous facilitent pas les choses. Et en plus de ça, ces rapports différents à l'oral et à l'écrit entre le monde, en gros, le monde indien et le monde chinois, induisent, comme nous l'avons vu, des conceptions différentes de ce que doit être la traduction. Nous l'avons constaté encore la dernière fois pour les maîtres indiens qui arrivent en Chine. Il suffit de faire passer le sens, de faire passer le message, et la forme importe peu, voire pas du tout. Alors que pour les moines chinois qui reçoivent ce message, mais qui héritent d'une tradition lettrée à la chinoise, et pour qui l'écrit est donc fondamental, il faut que la traduction soit dans un style au moins acceptable, si ce n'est pas un beau style, et agréable à écouter et à lire. Donc nous en étions restés la dernière fois à cette grande tirade en chinois, donc, qui est extraite du Chusanzang Jiji de Seng You. Donc c'est une compilation qui date du 5e siècle, qui donc reprend en fait des données de la transmission donc du Tripitaka, c'est-à-dire des trois corbeilles bouddhiques en Chine. Et ce qui nous intéressait, c'était ce texte qui s'intitule donc Hu Han Yi Jing Yin Yi Tong Yi Ji, c'est-à-dire donc les notes sur les similarités et différences de yin, de son, et de yi, de sens, dans la traduction des textes, les yi jing, en langue hu, c'est-à-dire donc ces langues qui peuvent être d'Asie centrale ou du monde indien, l'Asie centrale, y compris donc le monde iranien, hein, qui est tout proche. Donc la traduction de ces textes en langue hu, c'est-à-dire ces langues de l'Ouest, vers la langue Han. Alors, je reprends rapidement donc ce que nous avions traduit la dernière fois, puisque nous n'avions pas pu terminer.
Alors, les li, c'est-à-dire, ça, c'est un mot qui prend de l'importance en particulier dans le contexte bouddhique. Donc, ça veut dire en gros les principes, mais ici on peut comprendre les concepts, c'est-à-dire ce qui est pensé. Les concepts divins n'ont pas de son. Il faut donc des mots et des expressions, des yanzi, pour xiei, pour transcrire leur signification, pour mettre par écrit leur signification. Or, ces mots et expressions ne laissent pas de traces. Il faut donc des wenzi, c'est-à-dire des signes et des caractères écrits pour truyin, pour figurer leur son. Ainsi, les caractères sont des ti, des pièges pour attraper les mots, et les mots sont des nas, des quan, pour capturer les concepts. Nous avions vu la dernière fois qu'il s'agit ici d'une allusion au Zhuangzi, qui disait qui parlait en métaphore, donc les mots sont des pièges pour, enfin les caractères, enfin les mots écrits sont des pièges pour attraper les mots, et les mots sont des nasses, des filets pour capturer les idées, comme si les idées étaient des poissons. Alors, ensuite, donc quand le son et le sens coïncident, dans ces cas-là, il ne peut pas y avoir de distorsion ni de perte. Et voilà pourquoi il faut recourir à l'écrit, au wenzi, pour mi luan yu zhou, pour ordonner l'univers dans son entier. Alors là, vous avez la formulation d'une idée très chinoise, c'est-à-dire que vous avez en fait une sorte de maillage de l'écrit qui recouvre entièrement le réel, et donc vous avez besoin justement de ce maillage écrit pour ordonner l'univers. Et ensuite, le texte continue en disant « Les traces ont beau dépendre du pinceau et de l'encre, les concepts ont partie liés au divin. » Et ensuite, vous avez un passage intéressant sur l'invention de l'écriture. Et on nous dit que dans les temps anciens, il y eut 3 maîtres de la création ou de l'invention de l'écriture, Zhao Shu. Donc, le plus ancien s'appelait Fan. Fan, nous avons vu qu'il s'agit de la première syllabe de la translittération du dieu indien Brahma, qui serait l'inventeur de cette écriture brahmi. Donc, et son écriture partait vers la droite, c'est-à-dire qu'elle s'écrit de gauche à droite. Ensuite venait Chulo, qui est l'écriture Kharoshthi, et son écriture partait vers la gauche, c'est-à-dire qu'elle s'écrit de droite à gauche. Et le plus jeune des 3 était Cangjie. Alors Cangjie, dans la mythologie chinoise, c'est l'inventeur de l'écriture. Et ici, nous l'avions souligné, c'est quand même assez surprenant de voir Cangjie arriver uniquement en 3e position, comme le petit dernier dans l'histoire de l'écriture. Et on nous dit que son écriture partait vers le bas, c'est-à-dire l'écriture chinoise s'écrit en colonne verticale. Alors, les écritures Brahmi et Kharoshthi résidaient au Tianzhu, c'est-à-dire dans le monde indien, alors que Cangjie, scribe de l'empereur jaune, se trouvait au pays central des Xia, c'est-à-dire donc la Chine. Alors, Brahmi et Kharoshthi prenaient modèle sur le Jingtian, c'est-à-dire le ciel pur, tandis que Cangjie imitait les motifs des traces laissées, sous-entendues sur le sol, par les oiseaux. Donc, vous avez les écritures indiennes qui se réfèrent au ciel, et Cangjie qui, lui, a le nez baissé vers la terre et qui regarde donc les traces laissées par les oiseaux. Certes, les signes et les traits différaient, mais ils avaient la même façon de transmettre les concepts. Et maintenant, lorsque nous nous tournons
avec respect vers ce qu'enseignait le premier à connaître l'éveil, c'est-à-dire le Bouddha. Bouddha, je rappelle que ça veut dire justement l'éveillé, celui qui a connu l'éveil. Nous comptons pas moins de 64 formes d'écriture, parmi lesquelles se distinguent les styles dits de la roue du cerf et de l'œil qui tourne. Là, je ne rentre pas dans les détails. La forme des mots dragon, c'est-à-dire le naga, et démon, le yaksha, et les 8 catégories d'êtres surnaturels diffèrent en style. Seules les écritures brahmi et kharosthi prévalent de nos jours. Voilà pourquoi tous les royaumes du Tianzhu les appellent Tianshu, donc les écritures célestes. Alors, bien que les Xifang Xiejing, les textes copiés de l'Occident, aient pour ancêtre commun Fanwen, donc la Brahmi, on trouve des différences entre les 36 pays des contrées occidentales. N'est-ce pas comparable au changement de style entre notre petite sigillaire, c'est-à-dire la petite sigillaire des Qin, et la grande sigillaire, sous-entendu qu'on trouve par exemple sur les bronzes Zhou, dans les Zhongtu, c'est-à-dire les terres du milieu, c'est-à-dire la Chine. Alors, si on prend l'écriture archaïque de Cangjie, dans ses évolutions à travers les âges, on voit que le style archaïque s'est changé en grande sigillaire, qui est devenue petite sigillaire, laquelle s'est à son tour muée en écriture cléricale, le Lishu des Han. Donc, nombreuses ont été les transformations. Donc c'est là que nous en étions restés la semaine dernière. Donc nous avions vu que ici, on voit très bien que Songyo a quelques difficultés à se représenter la diversité des écritures indiennes. Pour lui, le seul moyen de faire comprendre cette diversité à un lectorat chinois, c'est de la comparer avec l'évolution des différents styles d'écriture chinoise dans le temps, au cours des siècles. Mais l'idée que des écritures différentes puissent coexister et servir à noter une même langue, ça c'est très difficile à faire passer donc, dans un esprit chinois qui n'a jamais connu d'autre langue que le chinois. Et alors ici, nous avons la difficulté très intéressante rencontrée par cette série qui est habillée très élégamment de rose et qui est la Murti Classical Library of India, c'est-à-dire donc la bibliothèque classique Murti de l'Inde. Alors Murti, c'est le nom d'un monsieur qui a fait fortune dans l'intelligence artificielle et qui a eu la bonne idée de financer une série de traductions bilingues, comme nous le faisons pour notre collection bleue, sauf que nous ne sommes pas financés par un richissime milliardaire. Et cette série est dirigée donc par le fameux indianiste américain de l'Université Columbia de New York, Sheldon Pollock, qui a été plusieurs fois invité par le Collège de France. Alors, vous avez ici un échantillon donc, de cette collection. Et vous voyez un petit peu le principe qui est au fond le principe des budets, avec donc le texte original sur une page et sur la page en vis-à-vis, donc la traduction annotée, bon, ici en anglais et pour notre collection bleue en français, à partir du chinois classique. Alors ici, Sheldon Pollock, dans sa présentation de la collection, dit ceci, je le cite en anglais:
we had first to decide which script to use for which language. For, unlike Greek or Latin or Arabic or Chinese, where scripts were in principle unsubstitutable, any Indian language could be written in several different ones. Okay? Bon. Alors, nous avons eu d'abord à décider de l'écriture à utiliser pour chaque langue, parce que dans cette collection Murti, vous avez des textes non seulement en sanskrit, mais également en tamil, en kannada, en telugu, donc les langues de l'Inde du Sud. Et donc, là, se pose la question de savoir quelle écriture utiliser pour chaque langue, parce que, à la différence du grec, du latin, de l'arabe ou du chinois, où les écritures sont en principe non échangeables, c'est-à-dire sont uniques, dans le cas de l'Inde, n'importe quelle langue indienne pouvait être écrite dans plusieurs écritures. Alors, donc bon courage, monsieur Pollock. Alors, pendant ce temps-là, nous revenons à notre texte, parce que alors là, quand on passe à la langue parlée, ça se complique encore un peu plus. Alors, je reprends ici le texte où nous l'avions laissé. Donc ici, zhi yu hu yin, ici. Pour ce qui est des sons hu, wei yu dan fu wu heng,或一字以摄众理，或数言而成一义. Donc, pour ce qui est des sons hu, des sons de ces langues de l'Ouest, les mots se prononcent simples ou doubles sans qu'il y ait de constante. Alors, tantôt un mot, alors ici, Songyo utilise le mot zi. En fait, ce qui désigne par zi ici, c'est une syllabe, c'est-à-dire un son entendu. Donc, tantôt un mot sert à représenter plusieurs concepts, tantôt plusieurs shuyan, plusieurs mots prononcés, ne forment qu'une seule signification. Bon, alors, Xun Da Niepàn Jing, Lie Zi 50. Si on examine le Da Niepàn Jing, qui est le Mahaparinirvana Sutra, c'est-à-dire donc le sutra du Mahayana du parinirvana, c'est-à-dire du nirvana suprême, de l'extinction suprême, on voit que ce sutra liste dans l'ordre les 50 zi. C'est-à-dire ici, il s'agit bien de syllabes, c'est-à-dire ce qu'on appelle en sanskrit les akshars. En donnant une, donc, zong shi zhong yi, shi you si yin, min wei zi ben. Donc, en donnant une explication complète de leurs diverses significations. Et ensuite, les 14 sons, shi you si yin, les 14 sons, c'est-à-dire ce que nous appellerions en linguistique moderne les phonèmes, sont appelés zi ben, les racines des syllabes. Bon, là, je vous ai demandé la dernière fois d'attacher vos ceintures, de vous accrocher un peu, parce que, mais bon, ça va peut-être se clarifier un petit peu. Donc, je continue. Guan qi fa yu cai yin, wan zhuan xiang zi,或舌根沉默, yi chang duan wei yi. Donc, quand nous observons leur manière d'émettre des paroles et de distinguer des sons, les modulations, sous-entendu dans la manière de prononcer, se soutiennent mutuellement pour produire des sons différents.
Certains sont des sons shögen, c'est-à-dire des sons racines de la langue, et d'autres des sons mo, c'est-à-dire des sons bout des lèvres. Alors, les racines de la langue, alors je termine la phrase, donc certaines distinctions sont produites selon que les syllabes, ou plus exactement les voyelles, sont changduan, sont longues ou courtes. Alors, ces histoires de racines de la langue et bout des lèvres, qu'est-ce que c'est? Alors, voilà, voyez votre bouche et votre gosier en profil, radiographié en quelque sorte. Vous avez ici vos dents, ici, n'est-ce pas, les lèvres, et puis donc le palais et donc la gorge ici. Alors, vous avez les distinctions justement de ces différents sons. Alors, en fait, les sons racines de la langue, c'est ce qu'on appelle les vélaires, c'est-à-dire les sons, ou plus exactement les consonnes, qui se prononcent à l'arrière du palais, c'est-à-dire ce qu'on appelle le palais mou ou le voile du palais. Alors, par exemple, notre langue française comprend les vélaires que et ge, que vous prononcez en mobilisant donc l'arrière du palais, ainsi que le son nge dans, par exemple, des mots d'origine étrangère, comme dans parking, ou on nous dit dans certains parlers locaux, comme le parler marseillais. Donc, alors ça me rappelle toujours, en fait, ma surprise à découvrir en Suède que le mot restaurant se dit restaurant à la marseillaise. Et pourquoi? Parce que les Suédois ont eu un souverain français en la personne de Bernadotte, qui était donc un méridional, et c'est pour ça que les Suédois continuent à parler marseillais en quelque sorte, en disant on va au restaurant. Alors, pour ce qui est des bouts des lèvres, ce sont en fait les labiales qui se prononcent à l'aide des lèvres. Et en français, vous avez donc le son pe, be, me, fe, ve, donc qui mobilise donc les lèvres. Bon, ça c'est quand même relativement clair. Et notre texte continue en disant « Qie hu zi, yi yin, bu de chengyu, bi yu yan zu ju, ran hou yi cheng ». Alors, en plus, un zi, c'est-à-dire un mot hu, est un seul son, mais il ne suffit pas à constituer un mot. Il faut y ajouter d'autres mots pour faire une phrase, alors seulement on obtient un sens, une signification. Bon, alors ce que Sung Yo est en train d'essayer d'expliquer, alors évidemment c'est pas très clair, je crois y compris pour lui-même. Donc ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que un graphème seul, c'est-à-dire un signe écrit seul, dans une écriture indienne, ne constitue pas un morphème, c'est-à-dire une forme minimum douée de sens, comme c'est le cas en chinois. En chinois, vous tracez un caractère, c'est une unité écrite, et ça a un sens. Alors que Sung Yo, ce qu'il essaie d'expliquer ici, c'est que dans les langues indiennes, quelquefois, vous devez avoir plusieurs, ce qu'il appelle des zi, plusieurs. Alors là, il confond justement le mot écrit et la syllabe prononcée pour former un mot, c'est-à-dire un sens. Alors, je reviens ici à ce que nous dit à ce que nous disent les collègues indianistes dans le cadre
de cette exposition de la BNF qui s'intitulait L'aventure des écritures et qui nous explique que les écritures indiennes notent des syllabes. Et ils nous disent ceci: l'emploi de l'écriture en Inde, exception faite de l'Indus au IIIe millénaire, n'est attesté que de manière tardive au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il s'inscrit dans un contexte religieux où la parole est fortement valorisée. Ça, nous y avons suffisamment insisté. Et il continue en disant: la fidélité de cette écriture envers la parole la rapprocherait de l'alphabet grec. Elle s'en distingue pourtant par son souci de réalisme phonétique et son insistance sur le syllabisme. Là où les Grecs arrivent à une décomposition atomique de la langue en consonnes et voyelles, les Indiens distinguent eux aussi voyelles et consonnes, mais ils considèrent le plus souvent la consonne avec une vocalisation, l'unité de base étant la syllabe. Pour eux, la plus petite unité sécable de la langue est la syllabe ou akshar, qui signifie indestructible. Elle est représentée par un seul groupe graphique où la consonne fait corps avec la voyelle qui suit. Bon, alors je ne sais pas si les explications de nos collègues indianistes sont tellement plus claires que les explications de Sungyo. Mais ce qui est dit ici, c'est que ce qui est premier et non réductible dans les langues indiennes, c'est d'abord le son, c'est-à-dire la syllabe qui est une émission de son, comme ba, ti, ku, etc. Et la différence avec les alphabets, c'est qu'on ne sépare pas les consonnes des voyelles. Comment apprend-on à lire, enfin, comment apprenait-on à lire encore à mon époque? Ba, ba, ti, ti, etc. Alors que dans les langues indiennes, vous avez donc une consonne qui est modulée par une voyelle et qui forme donc une syllabe. Alors, le problème, c'est que notre Sungyo, notre brave moine chinois, traduit donc cette unité phonique akshar par le mot chinois zi, qui est en chinois d'abord un mot écrit, ce qu'on appelle communément un caractère chinois, qui tient à l'intérieur d'un carré, ce qu'on appelle communément un fangkuaizi, c'est-à-dire donc un caractère carré qui tient dans un carré. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur la façon dont fonctionne l'écriture chinoise, je vous renverrai à deux articles tout à fait remarquables qui figurent dans ce volume collectif qui est paru en 2007, qui s'intitule « La pensée en Chine aujourd'hui », que j'ai eu l'honneur de diriger. Et dans ce volume, vous trouvez deux articles, l'un par une éminente linguiste disparue depuis peu, Madame Viviane Alton, et l'autre par un collègue chinois, donc également linguiste de Shanghai, Monsieur Chu Xiaoquan. Alors, dans son article, Viviane Alton, qui est par ailleurs l'auteur aussi d'un livre entier, donc sur l'écriture chinoise, dit ceci: l'unité graphique de l'écriture chinoise est le caractère, c'est-à-dire le zi, qui correspond à une syllabe et a pour signifier un morphème. C'est ce qui différencie principalement cette écriture des systèmes alphabétiques où la lettre correspond à un phonème. Le morphème syllabique, en chinois, peut constituer ou non un mot indépendant. Alors, vous voyez un petit peu justement comment les choses s'inversent ici. C'est-à-dire, si nous écoutons nos collègues indianistes, ils commencent par nous dire que la plus petite unité, c'est une unité de son, l'akshar.
alors que Madame Alton, quand elle nous parle du chinois, elle commence par nous parler d'une unité insécable écrite, le zi. Alors maintenant, si nous revenons à notre texte, il n'est pas très étonnant que le texte nous dise « yi ren chuan yi, qi bu jian yi zai ». Quand les traducteurs transposent le sens, comment ne rencontrerait-il pas des difficultés? Là, je crois qu'on a bien compris que on est vraiment dans la complication la plus extrême. Alors, ce n'est pas fini. Alors, encore un peu de courage. Alors, you fan shu zhi wen you ban zi man zi. Alors, en plus, les ouvrages composés en écriture fan, c'est-à-dire en écriture brahmi, comportent des demi-zi et des zi pleins, c'est-à-dire donc des demi-éléments et des éléments pleins. 所以明半字者意味居足. La raison pour laquelle certains zi sont appelés demi-zi, c'est qu'ils ne suffisent pas à produire une signification, un peu pour la bonne raison que ce sont en fait des lettres. 故字体半篇由汉文约字窥其旁也. Alors là, vous avez une comparaison là aussi très intéressante. Voilà pourquoi le corps du zi, du caractère, est tronqué à moitié, comme si nous prenions notre caractère yue, c'est-à-dire le caractère pour la lune, en écriture han, et qu'il était kuei qi pang, c'est-à-dire qu'il était privé de côté, c'est-à-dire que par exemple il lui manque un trait. Donc là, notre Sengyo essaye d'expliquer que les mots indiens sont à distinguer soit en fait comme des mots pleins ou des mots à moitié tronqués, et il emploie donc une comparaison dans le domaine écrit en chinois. Ensuite, 所以明满字者理记究竟，故字体圆满，由汉文日字引起形也. Alors, la raison pour laquelle certains zi sont appelés zi pleins, certains éléments sont appelés éléments pleins, c'est qu'à travers eux, les concepts sont parfaitement clairs. Voilà pourquoi leur corps, leur ti, leur corps est plein, comme notre caractère pour le soleil, le zhi, qui remplit bien sa forme. 故半字恶意以辟烦恼，满字善意以辟常住. Ainsi, les demi-zi qui ne sont pas bons à rendre la signification sont-elles des... Alors là, il emploie une image bouddhique, c'est-à-dire des souillures qui ne sont pas pures. Alors que les éléments pleins qui sont bons à rendre la signification, c'est-à-dire des morphèmes, s'assimilent à la grande constante. Alors, yo ban zi wei ti, ru han wen yin zi, yan zi, man zi wei ti, ru han wen zhu zi, yi zhe pei yan, fang chen zhu zi, zhu zi liang he, ji man zhi li ye, yan zi dan li, ji ban zhi lei yi. Alors, autre exemple, donc le corps d'un demi-zi serait comme le caractère ici, le caractère yen. Et un exemple de zi plein serait comme le caractère zhu ici. Et alors, si vous prenez l'élément zhe, regardez bien comment s'écrit ce zhu ici. Vous avez à gauche l'élément yen, que Sengyo appelle le demi-zi ici, et à droite
vous avez cet élément je ici. Donc si vous combinez les deux, vous obtenez ce caractère-là. Et il donne ceci comme exemple pour montrer justement ce qu'il entend par banzi, manzi, c'est-à-dire donc ce qui n'est que des caractères tronqués et des caractères pleins. Et ensuite, la dernière phrase, nous y arrivons, donc banzi, sui dan wei zi genben, yuan you banzi de cheng manzi, pi fan fu, shi yu wu ming, de cheng changzhu, gu yin zi zhi yi, yi pi niepan. Donc les demi-zi ont beau être isolés, ils sont la racine des caractères. Nous dépendons de ces demi-zi pour former des caractères entiers, de même qu'un homme ordinaire part de l'état d'ignorance, wuming, d'absence de lumière, pour atteindre la grande constante. C'est ainsi que la formation de la signification à partir des caractères sert à illustrer le nirvana. Alors là, vous avez une conclusion évidemment digne d'un moine bouddhiste, qui est assez surprenante parce qu'en fait, on a tout un chapitre qui nous parle au fond de problèmes linguistiques et qui se termine sur une conclusion tout à fait spiritualiste, qui nous dit en fait celui qui passe justement des éléments tronqués vers les éléments pleins, c'est comme quelqu'un qui passe justement de l'état commun justement d'absence de lumière à l'éveil, c'est-à-dire à la grande constante, et qui parvient ainsi au nirvana, c'est-à-dire donc à l'idéal bouddhiste de la grande extinction. Alors, si nous revenons ici sur l'analyse que donne, alors pardon de vous avoir infligé donc toutes ces complications, mais c'était quand même pour vous montrer un petit peu comment concrètement se passent les choses. Alors ici, l'analyse que donne Seung-Yo des langues indiennes est tout à fait symptomatique. Alors de toute évidence, la plus grande difficulté pour lui, c'est de saisir le véritable mode de fonctionnement d'une écriture alpha-syllabique qui utilise donc des lettres ou des syllabes qui, à elles seules, ne constituent pas forcément des morphèmes ni des mots. Et donc Seung-Yo ne semble pas percevoir très très clairement la différence entre une lettre ou une syllabe, ce qu'on appelle akshar, et un mot qui est souvent composé de plusieurs syllabes, puisque pour lui, tout ça, c'est zi. Il traduit tout ça par zi. Et donc, en chinois, justement, ce zi, c'est un caractère écrit qui se prononce nécessairement par une seule syllabe. Et du coup, peu importe comment on prononce cette syllabe selon les différents dialectes de la Chine. Par exemple, yue en mandarin moderne peut donner yat en cantonais ou je ne sais quel autre son, enfin dans un autre dialecte, mais c'est toujours le même mot yue avec une seule syllabe. D'où la difficulté de concevoir la diversité des langues indiennes du fait de l'universalité de l'écriture chinoise, qui, comme vous le savez, s'est ensuite répandue, diffusée dans toute l'Asie orientale. Elle a été empruntée en Corée, au Japon, au Vietnam, pour transcrire en fait des langues qui sont très différentes du chinois. Donc là, vous avez quand même la commodité d'une écriture unique pour transcrire différentes langues. Et un autre sinologue américain du nom de Chad Hansen, ça s'écrit Hansen, dans un article de 1989,
qui s'intitule Language in the Heart Mind, donc la langue dans le cœur-esprit, qui est paru dans un volume collectif dirigé par Robert Allinson, Understanding the Chinese Mind, the Philosophical Roots, donc comprendre l'esprit chinois, sous-titre Les racines philosophiques, paru aux presses universitaires d'Oxford en 1989. Donc Chad Hanson note ceci en anglais: Given the difference between written and spoken language, an ancient Chinese linguist would have equally good reason to individuate words by their written form. He would then say different Chinese languages simply pronounce the words differently. Prior to encountering Sanskrit or Japanese, he would have little reason for a theory of translation or interlinguistic meaning. The character itself would serve the relevant interlinguistic role. Donc je traduis. Alors, étant donné la différence en chinois entre la langue écrite et la langue parlée, un linguiste de la Chine ancienne, si une telle chose existe, aurait également de bonnes raisons d'individualiser les mots par leur forme écrite. Et il dirait ensuite que les différentes langues chinoises se contentaient simplement de prononcer les mots différemment. Et avant donc la grande rencontre avec le sanskrit ou le japonais, il aurait eu peu de raisons d'élaborer une théorie de la traduction ou une théorie de la signification interlinguistique, puisque le caractère écrit en lui-même aurait justement servi cet objectif. Mais la chose, c'est qu'ici, nous sommes dans un texte qui date du 5e siècle, mais on s'aperçoit que 5 siècles plus tard, nous sommes donc au 11e, 12e siècle, vous avez encore des gens qui s'intéressent à cette question de la philologie, mais qui, je parle de Chinois, donc des lettrés chinois qui s'intéressent à la philologie, mais qui n'ont toujours pas bien compris justement le principe d'une notation phonétique, c'est-à-dire d'une notation des sons, qui est le propre justement des langues alphabétiques ou syllabaires, enfin des syllabaires, parce qu'il y a en fait une confusion durable, une confusion qui perdure entre justement l'écrit et la langue, c'est-à-dire entre l'écrit, l'oral et l'écrit. Donc nous avons ici touché du doigt les problèmes qui surgissent quand on tente de passer non seulement d'une langue à l'autre, mais d'un système linguistique à un autre totalement différent. Et donc si nous revenons à notre question de départ, mais pourquoi diantre les Chinois des Han ont pu accepter de se décentrer au point de souffrir de ce qu'on a pu appeler le borderland complex. On reprend ici l'expression du sinologue, du regretté sinologue italien Antonino Forte, qui justement parlait à propos de ces moines bouddhistes chinois de borderland complex, du complexe de la marginalité ou de la périphérie. Ce complexe, nous l'avons observé chez Fa Xian, le premier moine bouddhiste chinois à avoir fait le voyage jusqu'en Inde, et pour qui vous vous rappelez peut-être que vous avez ici un rappel de notre collection bleue pour faire pièce à la collection rose de Monsieur Murthy. Donc, vous vous rappelez un petit peu tous ces passages que nous avions lus, où Zhongguo,
ici que vous avez en haut, par exemple, le pays du milieu, cette expression chez Faxian ne peut désigner pas du tout, elle ne peut pas désigner la Chine, mais la partie centrale de l'Inde du Nord, qu'on appelle donc Madhya Desh, c'est-à-dire donc tout simplement la patrie du Bouddha, ce qui a pour effet de reléguer la Chine sur les marges lointaines de cette terre sacrée. Donc la Chine est systématiquement désignée comme Pienti, c'est-à-dire les terres au-delà des frontières, les terres en marge. Vous avez cette expression récurrente que j'ai soulignée en rouge. Et évidemment, la chose la plus frappante, c'est ce qui se passe dans le dernier paragraphe que vous avez en bas de la diapositive et dont je vous relis rapidement la traduction. Quand Tao Zheng, c'est un des compagnons de route de Faxian, qui a fait tout le voyage avec lui jusqu'en Inde, donc quand Tao Zheng parvint dans Zhongguo, alors Zhongguo, ce n'est pas la Chine, encore une fois, c'est donc le Madhya Desh, c'est-à-dire donc cette partie centrale de l'Inde du Nord où a vécu le Bouddha. Et quand il vit les règles du dharma, de la loi bouddhique, pratiquées par les shramana, c'est-à-dire donc les moines indiens, et les manières dignes de ces moines, il fut impressionné par ce qu'il pouvait observer, et il se remit en mémoire alors et déplora les manques qui affectaient les préceptes et la discipline des moines en Chine. Et dans la Chine, c'est Qintu, Pienti, en Chine, et dans cette terre marginale, périphérique. Et Tao Zheng donc fit le serment, désormais, jusqu'à ce que je devienne Bouddha, je fais le vœu de ne pas renaître dans un Pienti, dans un pays marginal. Il resta donc en Inde et ne s'en retourna pas en Chine. Mais Faxian, dont l'intention originelle était que les préceptes et la discipline se répandissent en terre Han, ici, chez les Chinois, donc, s'en retourna donc seul en Chine. Donc Faxian fait le voyage du retour sans ce compagnon Tao Zheng qui, lui, décide de rester en Inde jusqu'à ce qu'il devienne Bouddha. Alors ça peut évidemment prendre un peu de temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quelques siècles plus tard, le même dilemme se présente au plus célèbre de ces moines qui ont fait le voyage, le célèbre Xuanzang, qui lui aussi, au 7e siècle, a fait le voyage jusqu'au Zhongguo, c'est-à-dire jusqu'au Madhya Desh, jusqu'à la patrie du Bouddha. Vous voyez ici donc tout son périple, et qui, comme Faxian, a fait un séjour assez prolongé à Nalanda, que vous avez ici sur la carte, qui est juste au sud du Gange, ici, pas très loin de Bénarès, et Nalanda, qui était donc au 7e siècle un très grand centre du savoir bouddhique, et que l'État indien actuellement est en train d'essayer de réanimer comme une grande université. Alors, au moment où Xuanzang s'apprête à quitter Nalanda pour rentrer en Chine, ses confrères, enfin les moines indiens qui étudient avec lui à Nalanda, essayent de le convaincre de rester en Inde, un petit peu comme l'avait fait Tao Zheng auparavant. Et vous avez donc le récit de cet échange tout à fait intéressant entre Xuanzang et ces moines indiens.
qui vous en disent assez long sur leur mentalité respective. Alors, ceci intervient donc dans ce Da Tang, Da Ci En Si Sanzang Fa Shi Zhuan, c'est-à-dire donc la biographie du Fa Shi, du maître de la loi, c'est le titre qui est donné à Xuanzang sur le Tripitaka, toujours cette triple corbeille bouddhique, du Da Ci En Si, du grand monastère de la compassion, de Da Tang, de la grande dynastie Tang. Alors, on vous dit ceci, Fa Shi Ji Zuo Huan Yi, Zhuang Yan Jing Xiang. Donc, le maître de la loi, c'est donc Xuanzang, s'apprête à retourner en Chine et commence donc à emballer ses sutras et ses images. Donc, très souvent, Xuanzang est représenté comme un pèlerin avec une espèce de, c'est pas exactement un sac à dos, mais il porte sur son dos donc des rouleaux de sutras et d'images bouddhiques. Zhu de Wenzhi, Xian Lai Qin Zhu, Yue. Donc, lorsque les autres moines, les moines indiens, vinrent à apprendre qu'il avait l'intention de repartir, ils accoururent tous pour l'exhorter à rester en lui disant ceci. Yin du zhe, Fo sheng zhi chu. Ils disent donc Yin-tu, c'est-à-dire l'Inde. Donc ils emploient ce mot Yin-tu qui fait référence à l'Indus, donc, et ils n'emploient pas l'expression chinoise Tianzhu. Donc Yin-tu est le lieu de naissance du Bouddha. Da Sheng Sui Qian, Yi Zong Ju Zai, Xun You Li Zan, Zu Yu Ping Sheng, He Wei Zhi Si, Geng She Ye. Bien que ce grand sage, il s'agit du Bouddha, ait quitté ce monde, il reste encore toutes les traces qu'il a laissées. Et donc, faire le tour des lieux saints pour lui rendre un culte devrait suffire à combler n'importe quelle vie. Pourquoi donc vouloir s'en retourner ou pourquoi vouloir abandonner cet endroit après avoir pris la peine de venir jusqu'ici? Alors ensuite, vous avez la remarque qui tue, si j'ose dire. Yo, zhi na guo zhe, mie lie che di, qing ren jian fa, zhu fo suo yi bu sheng, zhi xia gou shen, shen xian you zi fu wang, han qi tu xian, yi yan zu nian zai. En outre, zhi na guo, c'est ainsi que les moines indiens désignent la Chine. La Chine est une terre de Mielieche. Mielieche, c'est la transcription assez fidèle, pour une fois, du terme Mliech, sur lequel je reviens tout de suite, qui n'ont, alors la Chine est une terre de Mliech, qui n'ont que mépris pour les hommes et pour la loi. Voilà pourquoi un seul Bouddha n'y est né. Les gens en Chine ont un esprit étroit, et ils ont littéralement un esprit, gou, c'est-à-dire plein de souillures. Ils ont encore l'esprit rempli de souillures. Voilà pourquoi les saints et les sages n'y vont pas. Le climat y est rude et la terre hérissée de montagnes, enfin pas dans toute la Chine quand même, enfin bon. Voilà bien pourquoi êtes-vous... Alors, le nian, ça peut se comprendre de deux façons. Pourquoi est-ce que vous êtes nostalgique? Pourquoi est-ce que vous avez le mal du pays? Ou alors, pourquoi est-ce que vous n'y réfléchissez pas à deux fois? Alors, on note d'abord que dans la bouche de ces moines indiens, la Chine n'est pas du tout désignée comme le pays du milieu. Ça, on avait déjà compris. Il ne leur vient pas à l'idée d'appeler la Chine Zhongguo. Mais ils emploient l'expression Zhinaguo,
qui est donc le pays littéralement de Zhina. Zhina, c'est la translittération phonétique du sanskrit China, qui est lui-même probablement une translittération de Qin. Qin, qui est donc, comme vous savez bien, la première dynastie impériale chinoise, celle du premier empereur, et celle par laquelle donc, les moines chinois se désignent. Ils disent « nous venons de la terre de Qin ». Bon. Pour ne rien arranger, ces moines indiens parlent de la Chine comme d'un pays de Mliech, qui n'est pas un terme du tout neutre, mais au contraire avec des connotations extrêmement négatives, qui se trouvent d'ailleurs souvent traduits par barbare. Autrement dit, le mot mliech en sanskrit serait l'équivalent, le pendant, si vous, le symétrique du mot chinois hu dans le langage Han. Hu, c'est-à-dire c'est exactement ça. Si vous prenez la pensée brahmanique, le terme mliech, c'est un terme qui englobe tous ceux qui sont en dehors du monde civilisé, c'est-à-dire tous ceux qui sont en dehors de la communauté rituelle, religieuse, sociale, linguistique des Aryens. Autrement dit, tous ceux qui sont non-Aryens, non pas bon-Aryens, mais non-Aryens, et tous les étrangers, quels qu'ils soient. Et nous allons voir la prochaine fois justement quel est le degré justement de négativité justement de ce mot mliech. Je suis obligée de m'arrêter ici, mais vous allez voir que les Chinois dont nous avons vu qu'ils se considèrent volontiers comme le centre le cœur de la civilisation, on peut dire que ce sont les Indiens qui leur donnent le pion, c'est-à-dire que les Indiens ont fait encore plus fort dans le rejet de l'autre. Merci de votre attention et si le Bouddha nous prête vie, à la semaine prochaine. Merci. Alors, avant que vous ne repartiez, je voulais quand même vous signaler dès maintenant que jeudi prochain, bien sûr, nous nous retrouvons ici à l'heure habituelle, mais en début d'après-midi, à 14h30, en salle 2, aura lieu une conférence, à mon avis, intéressante de notre collègue américaine Julia Murray, qui est professeure émérite à l'Université du Wisconsin, qui va nous parler donc du culte des reliques confucéennes. On connaissait les reliques bouddhiques, les reliques taoïstes, etc. Et elle va nous parler des pratiques et des formes matérielles de ces cultes des reliques confucéennes. Madame Murray est une très grande spécialiste de toute l'iconographie liée à Confucius. Donc je pense qu'elle donnera sa conférence en anglais, mais il y aura probablement assez d'iconographie pour que l'on puisse suivre. Merci encore et à la semaine prochaine de toute façon.